Voilà, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Je dis toujours ça quand je parle d'enregistrement, c'est parti, mon kiki. Donc, merci pour vrai d'être là. Merci de votre confiance. Je me présente. Je suis Stéphanie Deslauriers. Je suis psychoéducatrice. Je suis également autrice. On pourra s'en reparler de pourquoi j'utilise autrice et non pas auteur. Ce sont des raisons historiques et politiques et féministes qui font en sorte que j'utilise ce terme. Ça fait 10 ans, moi, que j'ai terminé ma maîtrise. Ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'intervention. Alors oui, dès le premier mois à l'université, donc au bac en psychoède à l'Université de Montréal, où il n'y avait que de la théorie, hein, on le sait, année 1, on est beaucoup dans les savoirs. Je me suis dit, oh my God, ils vont retrouver mon corps. Stéphanie Deslauriers, morte d'ennui dans le pavillon un peu crasseux Marie-Victorin de l'Université de Montréal. Donc, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Il faut que j'aille sur le terrain, mettre en application tous les savoirs, toutes les connaissances qu'on me donne pour pouvoir faire des liens, en fait, avec... donc, dans ma pratique, avec mon expérience personnelle aussi, hein, parce que c'est ce qui se passe en relation d'aide. On est des humains, paraîtrait-il, je pense, oui. Et ici, on a tous des humains, donc forcément qui avons une expérience de vie, qui avons des blessures, n'est-ce pas? Et puis, voilà, donc on peut faire des liens entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, hein, entre toutes nos connaissances. Ceci étant dit, bon, on pourra y revenir à quel point c'est pas tout à fait vrai que quand on est intervenante ou intervenant, hey, on est donc bien des parents extraordinaires à tout moment. Il y a une distinction entre les connaissances, le savoir et le vécu expérientiel. Mais bref, ça sera l'objet d'un autre webinaire, qui sait. Alors, ben oui, hein, étant imparfaite moi-même, et la technologie étant elle-même imparfaite, j'ai eu des petits soucis avec mon Zoom, mon compte Zoom. Donc, il a fallu que je m'en crée un nouveau ce matin et que je vous renvoie un nouveau lien Zoom, en fait, puisque l'autre n'était plus accessible, en tout cas, pas pour moi. Et voilà. Puis là, il y a des personnes qui me disent « Ah, le guide d'accompagnement, ça ne fonctionne pas. » Bien là, ça a marché. Moi, je l'ai testé. Fait que si ça ne fonctionne pas, c'est un fichier PDF. C'est peut-être votre serveur ou peut-être que vous n'avez pas l'application, le logiciel, en fait, pour ouvrir de fichiers PDF. Mais tout est fonctionnel, tout fonctionne. Puis ce que je vais faire, suite à cette heure passée ensemble, moi, il faut que je télécharge l'enregistrement sur mon ordinateur, que je l'upload dans YouTube. Donc, ça prend quand même un certain temps. Donc, dans quelques heures, vous recevrez le lien avec la rediffusion et je vous remettrai dedans le lien vers le guide d'accompagnement. Donc, si jamais vous l'avez loupé, si jamais ça n'a pas fonctionné, puis si jamais il y a des problèmes qui persistent, bien, vous m'écrirez. Hein, vous avez l'adresse quand vous répondez à mon infolettre au info@stéphaniedelauriers.com. C'est moi, c'est à moi que ça se ramasse. Fait qu'on pourra s'organiser comme ça. Alors, voilà, à certains moments, je vais partager mon écran pour vous montrer, je vais mettre ça en petit, la présentation que vous avez reçue, c'est celle-là même. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Moi, je vais y revenir à la fin parce que sinon, ça fait trop de distractions dans mon petit cerveau et je vais perdre le fil, mais j'y reviendrai à la fin avec grand plaisir. Donc, on se lance. Pourquoi intervenante imparfaite? Bon, peut-être qu'il y en a qui le savaient. En 2017, j'ai publié un livre qui s'appelle « Le bonheur d'être un parent imparfait » parce que pour moi, c'est important de réduire la pression de performance que se mettent les parents sur les épaules. Puis cette pression de performance-là ne fait que grandir d'année en année. Pourquoi? Bien, parce qu'on se compare. On se compare à nos voisines, nos voisins, nos cousins, cousines, nos amis, nos sœurs, nos mères, nos parents. Mais évidemment, on se compare beaucoup, beaucoup en ligne. Et qui plus est, on a de plus en plus d'informations accessibles de qualité. Bon, parfois, la qualité, il faut faire un petit trait là-dedans. C'est comme les bonbons d'Halloween. Hein? Et voilà, mais bon, souvent, on a énormément d'informations. Donc, on se dit, bien, je devrais savoir quoi faire parce que j'ai accès à toutes ces connaissances-là. Et mon constat, bien, c'est que c'est exactement ce qu'on fait en intervention, c'est-à-dire qu'on sait. On a étudié là-dedans 3, 5, 7, 10 ans. On intervient depuis 1, 15, 20 ans
On emmagasine, on accumule cette expérience-là. Pour la plupart, on fait partie d'un ordre professionnel, donc on est tenu de faire... Oh, pardon, je voulais ajouter quelqu'un, puis finalement, j'ai pesé à la mauvaise place. Donc, on a de la formation professionnelle également. Donc, on a énormément de connaissances. On développe nos compétences, mais bien souvent, avec les connaissances qui augmente aussi cette pression de performer-là. Cette pression de performer qui nous stresse, parfois nous angoisse, parfois devient anxiogène, peut devenir paralysante, peut devenir envahissante parce qu'on a peur de faire une erreur, parce qu'on a peur de faire un faux pas, parce qu'on est conscient et consciente de la responsabilité qu'on a sur nos épaules quand on est en relation d'aide. On aide des personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre soutien. Dans certains moments aussi, quand c'est judiciarisé, par exemple, je pense à la protection de la jeunesse, entre autres choses. Je pense à tout ce qui est les organismes en matière d'abus sexuels, de violence conjugale, de soutien au niveau des personnes ayant des idées suicidaires ou ayant fait des tentatives de suicide. Bien, cette charge-là, ce niveau de responsabilité-là augmente et on se dit « Oh my God, j'ai non seulement la santé mentale et psychologique des usagers vulnérables entre les mains, mais parfois même leur vie, leur survie. » Et là, on se met cette pression-là et on ne se donne plus le droit à l'erreur. Hein? Erreur qui est humaine. Puis, on a fait un petit check-up tantôt et on avait confirmé, oui, qu'on est tous humains et humaines ici. Alors, voilà. Puis pendant la pandémie, vous savez, le gros virus qui est encore là, bon, on sait de quoi on parle, bien, nécessairement, hein, tout a fermé, on a vécu beaucoup d'isolement, on a reçu, vous l'avez vu, vous êtes dans le réseau, donc les demandes en termes de soutien, de psychothérapie, de suivi en intervention, les demandes ont explosé parce que le niveau de détresse a explosé aussi. Bon, my two cents, est-ce que c'est la pandémie qui a fait ça? Non, je pense que ça l'a seulement mis en lumière, ça a exacerbé un mal-être collectif qui était là depuis longtemps. Hein? On le sait, malheureusement, au Québec, on fait partie, toujours dans les palmarès, des sociétés où il y a le plus haut niveau de suicide dans le monde, malgré qu'on soit cultivé, un pays développé, qu'on ait accès des soins de santé gratuits, etc. Bon, ceci étant dit, il y a clairement un mal-être qui est là. Et puis bon, c'est ça, en étant confiné, il y en a qui ont eu le confinement privilégié, tant mieux. Hein? Si c'est votre cas, sentez-vous pas coupable, juste de reconnaître, hey, moi j'ai été privilégiée, c'est en masse. Mais il y en a d'autres qui ont été moins privilégiés. Et moi, j'ai enseigné pendant 9 ans à l'Université de Montréal, bac, maîtrise, certificat. Et ça a été mon constat aussi avec mes jeunes de 20 ans, 19 ans, 21 ans. Il y en a pour qui, bon, ils sont exilés de leur région, peut-être qu'ils viennent de Gaspésie, de Rimouski, du lac Saint-Jean, de Rouyn-Noranda. Ils habitent seuls à Montréal, dans un 1,5, dans un demi-sous-sol, loin de leur famille, ne voient personne. La détresse était présente. Puis partout, on entendait ça. Hein? Nous, on était au front comme membres du réseau de la santé et des services sociaux et du système d'éducation au Québec. Hey, là, la population a besoin de vous, vous êtes un service essentiel, soyez là. Puis j'entendais ce message-là et je le recevais d'ailleurs. Moi qui avais fermé ma pratique privée depuis la fin de ma grossesse à l'hiver 2017, bien, j'ai recommencé à faire des suivis. Je me suis dit, je vais mettre l'épaule à la roue puis je vais contribuer à ma manière en recommençant à offrir des services à la communauté parce que les listes d'attente sont tellement longues qu'il y a plein de milieux où c'est juste même fermé. Alors, j'ai recommencé à dispenser des services, mais rapidement, je me suis rendu compte, à la minute, là, nous, on nous demande d'être là, d'être au front, mais qui c'est qui prend soin de nous comme intervenant puis comme intervenante? Ben, personne. Puis vous connaissez sûrement l'image de l'avion, hein, où on nous dit, ben, si dans l'avion, il y a des ondes de turbulence, les masques à oxygène tombent, ben, si tu es un parent ou une personne qui s'occupe d'une autre personne vulnérable, à mobilité réduite, par exemple, ou handicapée, ben, c'est toi, comme adulte et personne ressource, qui doit mettre ton masque en premier pour ensuite mettre le masque à ton enfant ou à la personne en situation de vulnérabilité. Et là, le message qu'on entendait, c'était, vous n'avez pas besoin d'oxygène, donnez à tout le monde.
mais oubliez-vous. Puis j'étais comme, non, mais ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a personne qui prend soin de celles et ceux qui prennent soin. Fait que je me suis comme donné un petit bout de ce mandat-là en me disant, ben moi, je vais essayer de faire ma part comme ça. Puis, c'est de cette manière-là qu'est né le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui, intervenant, intervenante, imparfait et imparfaite. Alors, aujourd'hui, on va parler de son sentiment, de notre sentiment de compétence, du sentiment d'imposteur aussi, de comment on peut faire pour se connaître comme professionnel. Comment est-ce qu'on peut devenir son meilleur outil de travail? On va également aborder la notion d'auto-bienveillance. On va regarder comment trouver l'équilibre entre être à l'écoute de l'autre, donc de nos usagers, les personnes auprès de qui on intervient, tout en demeurant à l'écoute de nous-mêmes. On va regarder aussi, ça se peut-tu avoir des attentes réalistes envers nous, envers l'autre, puis envers la relation professionnelle? Et enfin, on va parler d'humilité professionnelle. Donc, on se lance avec le sentiment de compétence. Je vous partage, ici, la diapositive. On dit-tu encore ça, diapositive? La slide, l'image. Le sentiment de compétence. Bon, qu'est-ce que c'est le sentiment de compétence? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie d'une des 4 composantes de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un de mes sujets de prédilection. Depuis des années, j'ai publié un livre sur ce sujet-là en 2014, donc ça fait déjà 7-8 ans. D'ailleurs, j'ai su tantôt qu'il se refaisait une beauté. Il va être beau en Titi, toujours aussi bas. Mais bref, et dans ce livre-là, je parle évidemment d'estime personnelle. Et je m'inspire aussi de tout ce qu'a fait Germain Duclos, que vous connaissez peut-être, qui est un psychoéducateur, un orthopédagogue, donc qui a vraiment dédié sa carrière à l'estime de soi et qui a popularisé les 4 grandes composantes de l'estime de soi, qui sont la connaissance de soi. Donc, puis on va y revenir, mais se connaître, je suis qui moi? Quelles sont mes forces? Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Puis une force, là, c'est quelque chose que je réussis sans trop d'efforts. C'est pas énergivore pour moi quand je mets de l'avant une force. Au contraire, c'est même énergisant. Parce que quand je mets de l'avant une force, quand mon milieu me permet d'actualiser mes forces puis de les mettre au service des autres, ben je vis des réussites. Je vis un sentiment de fierté. Je vis un sentiment de compétence. Et ce sentiment de compétence-là, ben, il est nécessaire dans le travail qu'on accomplit. D'autant plus que souvent, la reconnaissance, on ne va pas nécessairement la recevoir de nos usagers. Ça peut arriver, ceci étant dit, mais je pense à tous mes collègues qui travaillent à la DPJ, en LSJPA, dans santé mentale adulte, en institution. C'est pas vos usagers qui font hey, merci, tu fais tellement de différence dans ma vie. En tout cas, c'est pas la norme. Dans vos rencontres, dans vos journées, ça ne sera sûrement pas le feedback que vous allez recevoir. Donc, souvent, ce feedback positif-là, il faut le comprendre entre les lignes. Parce que nous, on voit notre usager gagner en confiance, parce qu'on voit qu'il se dirige vers l'atteinte de ses objectifs, parce qu'on remarque qu'il est motivé, parce qu'on remarque qu'après une période plus difficile, il semble remonter la pente. Et ceci étant dit, c'est dangereux de tomber aussi dans ce piège-là, c'est-à-dire que d'auto-évaluer notre propre compétence seulement en regard des résultats. Puis ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent. On n'a pas un mandat de résultats. On a un mandat de moyens. On n'est pas tributaire des résultats qu'atteindra nos usagers. Il y a tellement de choses et de facteurs et de variables à tenir compte pour les résultats. Il y a, ben oui, c'est sûr, nous comme intervenants, comment on accompagne, comment on guide, la motivation de notre usager. Il y a également la relation de confiance, comment elle se crée, la confiance que notre usager a envers lui-même, envers nous, envers la relation, envers ses capacités de relever ce défi-là dans sa vie. Il y a également un contexte aussi. Ça peut être un contexte de vie qui se passe chez notre usager puis sur lequel on n'a pas nécessairement le contrôle ou lui non plus. Dans la vie, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Puis, spoiler alert, la vie n'est pas juste. La vie est injuste. Puis, c'est pas vrai qu'on récolte ce qu'on sème. Des fois, on récolte de la merde. C'est pas ça qu'on avait semé. OK?
Tout ceci pour vous dire que le piège, ce serait de se baser exclusivement, sur le feedback de nos usagers pour jauger de notre compétence et de notre valeur comme intervenant ou intervenante. Et de deux, de s'auto-évaluer en termes de compétences professionnelles seulement en fonction des résultats de l'intervention. Ça veut dire que comment est-ce qu'on fait pour auto-évaluer sa compétence? À quel point je suis un intervenant ou une intervenante compétente? Je vais me fier aussi à mon ressenti dans l'intervention. Je vais me fier également à est-ce que j'ai été capable de sortir de ma zone de confort? Parce qu'on va se le dire, vous le savez comme moi, sortir de sa zone de confort, ça le dit, c'est inconfortable. C'est difficile. Ce n'est pas le chemin automatique qu'on a envie de prendre. Mais, vous le savez comme moi, cet inconfort-là est un indicateur d'un déséquilibre. Mais le déséquilibre, c'est sain. Hein? C'est en continuant, quand on marche, quand on pédale, quand je marche et que je lève un pied, bien, momentanément, je suis en déséquilibre jusqu'à temps que je redépose mon pied, que je relève l'autre et que je continue comme ça, un pas devant l'autre. C'est ce qui me permet d'avancer littéralement. Même chose si je monte des marches. Je vous parlais de vélo, c'est la même chose quand je nage aussi. Tiens, je me permets de vous citer des paroles d'une chanson que j'aime beaucoup, Partir ensemble de Salomé Leclerc, qui dit « Je te montrerai comment on garde l'équilibre en se balançant ». Donc, l'équilibre, ce n'est pas statique, ce n'est pas rigide. Et donc, nous, comme intervenants et comme intervenantes, c'est nécessaire qu'on sorte de notre zone de confort pour l'élargir, cette zone de confort-là, pour mettre un pied dans notre zone d'apprentissage. Moi, je vois souvent, j'ai souvent une image en tête, c'est 3 cercles concentriques. Donc, au centre, on a la zone de confort. Le cercle un petit peu plus grand, c'est notre zone d'apprentissage. Et le grand cercle, c'est la zone de panique. C'est sûr que si vous vous fixez un objectif qui se trouve dans votre zone de panique, je vous le dis, hein, c'est un divulgateur, vous allez échouer. Et en échouant, vous allez vous sentir moins compétent. Vous allez, ultimement, avec des échecs répétés, hein, votre estime personnelle va être fragilisée. Vous allez diminuer également votre sentiment de pouvoir sur vous-même et de contrôle externe. Et ultimement, on peut même en arriver à être dans un état d'apathie parce qu'on va être en mode résignation acquise. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça pour nos usagers, on veut pas ça pour nous aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends souvent des jeunes intervenants, jeunes intervenantes, puis, hey, j'ai fait ça il y a 10-15 ans, okay? Qui se comparent à des collègues, mais des collègues d'expérience, qui sont dans le milieu depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, qui sont là depuis plus longtemps, qui ont gradué depuis plus longtemps, qui ont cumulé plus d'années d'expérience, qui vont se comparer donc à ces collègues-là et se dire « Oh, wow, je suis dans mes poches comparé à cette personne-là. » Hein, on va se dévaluer, se sous-estimer en comparaison avec nos collègues plus expérimentés. Mais of course, vous-même, si vous vous comparez, tout dépendant où vous en êtes dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, si vous êtes à l'an 1, je vous le dis tout de suite, dans 10 ans, vous ne serez plus pantoute à la même place. L'an prochain, vous ne serez plus à la même place qu'aujourd'hui. En 6 mois non plus. Parce que vous continuez continuellement de grandir, de cheminer, de progresser, de cumuler non seulement des connaissances, mais des expériences. Vous continuez de développer votre savoir-être aussi, qui est nécessaire. J'avais un prof en psychopatho au bac qui disait « Les usagers, là, ils s'en foutent de vos connaissances. Ce dont ils ont besoin, c'est de votre humanité. » Ça, c'est le savoir-être. Mais ça aussi, vous continuez de le développer. Okay? Au fil des ans, au fil des expériences, au fil des interventions, au fil des interactions avec vos collègues aussi. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, de un, bien évidemment, comparez-vous à vous-même en vous fixant des objectifs qui vous sortent de votre zone de confort, qui créent un déséquilibre dynamique, qui vous permettent d'accroître cette zone de confort-là en vous dirigeant tout doucement dans votre zone d'apprentissage. Baby steps. Okay? C'est comme ça que vous allez développer vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire, votre savoir-être. C'est comme ça que vous allez vivre des réussites, vivre des fiertés et accroître votre sentiment de compétence et votre confiance en vous-même en tant qu'intervenant ou en tant qu'intervenante.
Quant à vos collègues, plutôt que de vous comparer à eux, peut-être que ça serait une bonne idée de dire, est-ce que je peux m'inspirer d'eux? Est-ce que ça peut être des modèles? J'aimerais, dans 10 ans, moi aussi, ressembler à ça. J'aimerais, moi aussi, dans 15 ans, avoir cette solidité-là. Moi aussi, dans 2 ans, j'aimerais ça, être capable de faire une belle intervention de confrontation comme mon ou ma collègue. Donc, que ces personnes-là, plutôt que de devenir des points de comparaison, deviennent des inspirations, des modèles. Ça peut même être des anti-modèles. Des fois, ben oui, on en a des collègues qu'on est comme, oh my God, je ne veux pas devenir comme ça, je ne veux pas être désabusé comme ça, je ne veux pas être rigide comme ça. Ben oui, hein, ça peut servir à ça aussi, d'avoir des anti-modèles. Mais c'est important de se ramener à ultimement. Des fois, c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas, où on ne veut pas aller, mais de se ramener à OK, mais bon, je sais ce que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux pour moi? Je vous donne un exemple. Quand j'étais à la maîtrise, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une unité de vie au centre jeunesse avec des petits gars 6-12 ans, donc qui étaient placés. Et moi, j'avais une de mes collègues, grande, costaude, imposante physiquement, super autoritaire. Et les jeunes, je te dis qu'ils l'écoutaient, puis avec moi, j'étais comme, on dirait que c'est comme gros n'importe quoi. C'est-tu parce qu'ils ne se sentent pas bien avec moi? C'est-tu parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec moi? Et au fil du temps, fait que moi, je me disais, moi, je veux être comme elle. Elle est tellement haute, elle se fait écouter de même, les jeunes, obéissent, jusqu'à temps que je me rende compte que, mais c'est pas moi. C'est pas moi l'autoritarisme. Hein? Moi, je suis beaucoup plus dans la discipline démocratique, la discipline bienveillante, renforcer les bons coups, passer par le relationnel, donner de l'espace pour exprimer toutes les émotions, être dans l'acceptation et dans l'accueil inconditionnel. Et oui, le courant humaniste est très, très fort chez moi. Salut, Carl Rogers! Alors, finalement, moi qui voulais donc être comme elle et qui me sentais en échec parce que, hey, mon intervention, finalement, hey, j'essaie d'être plus comme elle, mais ça ne marche pas. Mais non, je ne peux pas être autre chose que moi. Et cette personne-là, dans son histoire de vie, dans son développement, dans ses valeurs, on est complètement différente et on est complètement ailleurs. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'avec du recul, je me suis rendu compte que souvent les jeunes pétaient une coche quand c'était moi qui étais là l'après-midi. Tu sais, les chiffres, les quarts de travail, c'était comme de 6 à 2 puis de 2 à 10 le soir. Mais souvent, justement, quand il y avait eu cette intervenante-là ou une autre qui était ultra rigide le matin. Donc, le matin, là, et ça se tenait les fesses serrées, ça ne voulait pas dépasser du cadre. L'après-midi, ils étaient épuisés, les jeunes. Parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire de faux pas. Mais avec moi, ils se sentaient à l'aise. Ils savaient que j'allais les accueillir dans ce qu'ils sont. Et ça fait OK, bon, c'est pas tant agréable, hein, on va se le dire. Comment est-ce qu'on peut être sécurisante, encadrante, tout en demeurant bienveillante? J'étais dans ces réflexions-là à ce moment-là. Mais ce qui était clair pour moi, c'est que je n'étais pas dans l'autoritarisme. C'était pas moi. Donc, finalement, de modèle, cette personne-là est un peu, elle n'est pas devenue un contre-modèle ou un anti-modèle, je n'irai pas jusque-là, mais ça me sert encore aujourd'hui pour me recentrer sur moi. Je suis qui moi? Hein? Puis là, je reviens avec la connaissance de soi. D'ailleurs, on va y revenir. Mais voilà, fait que je suis qui moi? Question nécessaire et très importante. Je vous repartage la prochaine. Donc, on est rendu au sentiment d'imposteur. Puis c'est drôle la vie, hein? Ces temps-ci, en plus, là, je vois plein d'articles popés, d'épisodes de podcasts, de contenu en lien avec le sentiment d'imposteur. Hein? Le sentiment d'imposteur étant sentir qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas suffisamment bon ou bonne, de sentir qu'on n'est pas suffisamment compétent ou compétente, qu'on n'en fait pas assez, qu'on ne répond pas aux exigences. Je suis épuisée juste de dire ça. Est-ce que c'est épuisant d'avoir un sentiment d'imposteur, n'est-ce pas? On est constamment dans les questionnements, dans les remises en question. Ceci étant dit, c'est super simple. On le sait, c'est super simple de se poser des questions, n'est-ce pas? Puis la personne que vous admirez le plus, que ce soit dans le monde de l'intervention, que ce soit Michelle Obama, que ce soit Oprah Winfrey, bon, je veux que vous sachiez, là, je ne les connais pas personnellement, je ne les ai pas appelés juste avant le webinaire, mais ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que ces personnes-là doutent d'elles-mêmes aussi.
Lady Gaga est stressée avant de monter sur le stage. Moi, je la trouve écœurante. Elle a une voix magnifique. Elle bouge bien, danse bien. C'est une showwoman. Elle a le trac avant de monter sur scène. Des fois, elle doute d'elle-même. Des fois, elle ne se trouve pas bonne. Des jours, elle se trouve moins. Elle trouve qu'elle l'a moins eu. C'est normal. Le doute est normal. Mais on est dans une ère, dans une société où tout ce qui est inconfortable, on cherche à l'éviter et à l'engourdir. Donc, si je ressens du doute, je veux l'engourdir. Ou au contraire, je me dis c'est parce que je dois être vraiment poche, puis que j'ai raison de douter. Et là, on vient de faire une erreur. On vient de prendre pour des faits nos pensées. Puis ça, c'est un autre piège, faire ça. Nos pensées ne sont pas des faits objectifs, mesurables, observables. Nos pensées, des fois, nous jouent des tours. Surtout quand on est un anxieux ou une anxieuse de performance. Puis moi, je vous le dis, au cours des 9 dernières années d'enseignement, je l'ai vu de cohorte en cohorte, cette anxiété de performance-là prendre de l'ampleur. On est dans la comparaison constamment. On est dans la performance. Okay? Et moi-même, j'ai été là-dedans. J'ai fait un arrêt de travail en 2013. Je travaillais 80 heures par semaine. Je voulais tout connaître, tout savoir tout de suite. Je tolérais mal ce déséquilibre-là de ne pas tout savoir. Puis je me sentais imposteur en me disant, bien là, franchement, soit le parent paye ou soit, bon, je suis payée par l'État pour aider des familles, mais ils n'ont pas le meilleur qu'ils pourraient avoir si j'avais 30 ans d'expérience, parce que j'en ai rien qu'1 ou 2 ans d'expérience. Donc, je me sentais imposteur. Puis, ceci étant dit, c'est fascinant parce qu'il y a une étude que j'avais lue quand j'étais à la maîtrise qui nommait que le moment où on est le plus compétent, on est au top de nos capacités d'intervention, c'est après 30 ans de pratique. Genre la veille de notre retraite. J'étais comme, bam, quel gaspillage! T'es comme, wouhou, là, je suis au top du top, puis le lendemain, tu as ton parti de retraite. Tu sais. Puis tu deviens c'est quoi, non pas un lovebird, là, mais un oiseau du sud en Floride dans ta tente roulante. Bon. Mais c'est ça la vie. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir ça, accepter ça, que la meilleure chose qu'on puisse être, c'est la meilleure version de nous-mêmes dans l'ici maintenant, dans un moment donné. OK? Est-ce qu'on peut accepter le doute? Est-ce qu'on peut accepter de ne pas tout savoir? Puis ça revient à l'humilité professionnelle. D'ailleurs, je vous donne un petit exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé en intervention. Ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs. Ça m'arrive encore, puis ça m'arrivera encore. J'avais fait une erreur avec une usagère et de moi-même, j'étais revenue vers elle pour lui dire hey, « Je suis désolée, j'ai fait une erreur. » Puis maintenant, je vais essayer de réparer cette erreur-là. Et l'usagère me regarde. Je pense que la mâchoire a décroché complètement. C'était une dame dans la cinquantaine, puis qui avait plusieurs diagnostics, plusieurs enjeux, et ça faisait des années qu'elle voyait des professionnels, là, depuis qu'elle était jeune adulte. Puis elle m'a dit, Stéphanie, en 35 ans de service là, que je reçois de différents professionnels, c'est la première qui me dit, qui reconnaît qu'elle a fait une erreur, qui s'en excuse et qui veut la réparer. Elle n'en revenait pas, puis elle me disait merci. Puis je l'ai revue 1 an après que le dossier a été fermé, je l'ai croisée au magasin. Elle dit Stéphanie! Puis elle est venue me voir, puis elle était contente de me voir et tout ça. Alors, elle, ce qu'elle a gardé de notre suivi, c'est pas l'erreur que j'ai commise. C'est probablement comment elle s'est sentie validée quand j'ai reconnu cette erreur-là. Comment elle s'est sentie considérée et respectée également. Alors, tout ça pour dire que l'erreur, elle est humaine. On a vérifié, là, c'est la 3e fois qu'on vérifie en 30 minutes. On est tous humains ici. On en a fait des erreurs, on en fait encore, puis on va continuer d'en faire. Est-ce que c'est la fin du monde? Absolument pas. Est-ce que c'est important de tirer des apprentissages de ces erreurs, de s'excuser, de réparer notre erreur? Absolument. Et en plus, quand on fait ça, on est un modèle pour nos usagers, qu'ils soient enfants, ados ou adultes, pour qu'eux-mêmes puissent généraliser ces acquis-là dans leur vie. OK? Donc, voilà. Puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, en terminant à propos du sentiment d'imposteur, laissons-nous le temps.
Laissons-nous l'espace pour grandir, pour prendre de l'expansion, pour s'améliorer, pour développer nos connaissances. Puis, ceci étant dit, actuellement, là, le 30 novembre 2021 à 12h32, on a des connaissances X, Y, Z en lien avec l'avancée des recherches et des études. Et dans 10 ans, on va être ailleurs déjà. Dans 5 ans, on va être ailleurs. Peut-être dans 2 ans même, on va être ailleurs. Vous le savez, tout comme moi, hein, dans notre domaine, les connaissances évoluent à une vitesse folle. Donc, nous aussi, on va évoluer. 2, c'est pas possible d'avoir toutes les connaissances et toutes les mises à jour de tous les domaines en même temps. Hein? Fait que 3, ayons des attentes réalistes envers nous-mêmes pour apaiser ce sentiment d'imposteur-là et apprenons à tolérer le doute. Apprenons à tolérer l'inconfort de sortir de l'université ou de notre technique ou du peu importe quand on arrive sur le marché du travail et d'être humble et d'accepter qu'on ne sait pas tout. Puis ce qui est merveilleux, hein, c'est qu'on peut demander de l'aide, du soutien, aller chercher de l'information, faire de la formation. On peut mettre notre usager dans le coup. Hey, je ne le sais pas, c'est une bonne question. Hey, viens, on va aller regarder, on va aller fouiller ensemble sur Internet, on va essayer de trouver la réponse ensemble. Ou tiens, ça, c'est ta tâche. D'ici notre prochaine rencontre dans 1 semaine, dans 2 semaines, cherche ça, puis on s'en reparle. Moi, je vais faire mes recherches de mon côté, puis on met en commun ce qu'on a trouvé. Ça peut faire partie du processus d'intervention. Puis tantôt, je vous parlais du courant humaniste qui est très, très fort chez moi, mais il y a aussi toute la notion d'empowerment. Donc, on implique activement l'usager dans sa démarche, dans sa recherche de solutions. On a un mandat de moyens et non pas de résultats. Alors maintenant, on est rendu à la connaissance de soi. Un snowbird. C'est ça, Iman. C'est quoi j'ai dit, moi? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je suis allée voir les commentaires. Je me distrais, faire du multitâche. Ça, là, c'est un piège aussi, le multitâche. Ça ne marche pas. On perd de l'efficacité, on perd notre focus, on perd notre concentration et on accomplit moins bien la tâche qui était en cours. Pas facile pour les gens qui, comme moi, ont un petit profil TDAH, qui ont besoin d'être stimulés tout le temps. Alors, ça, c'est un de mes défis. Et ça nous amène à se connaître comme professionnels. Mais comme je vous l'ai dit, on est des humains et des humaines. Alors, il n'y a pas de coupure qui se fait entre qui je suis comme personne et qui je suis comme professionnel. C'est un grand continuum. Alors, je pense qu'il y a un autre piège ici quand on nous dit c'est important quand on travaille de laisser nos soucis à la porte du CLSC ou de l'école ou de notre milieu de travail. Ouais, c'est beau en théorie. Hein, il y a une phrase qui dit « J'aimerais vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. » Mais on n'est pas en théorie, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ben oui, mes soucis personnels ont une influence, ont un impact sur ma vie professionnelle qui peut être positive, qui peut être négative. Et ma vie professionnelle a aussi un impact sur ma vie personnelle. Il n'y a pas de cloison entre tout ça. Je suis la même personne, bien évidemment. Hein, on a des cercles sociaux différents. Je n'agis pas de la même façon quand je suis seule à la maison avec ma fille que là, aujourd'hui, devant vous, et en sachant qu'il va y avoir, là, on est à peu près une centaine dans le Zoom, qu'il y aura à peu près 300 personnes qui vont nous regarder en diffusion. Je n'agis pas de la même façon. Je me permets plus de choses quand je suis seule chez nous que devant vous. C'est normal. Donc, se connaître, j'en parlais un petit peu tout à l'heure quand je vous parlais des forces. Puis ça peut être intéressant à savoir, en fait, et à se questionner, est-ce que mon milieu de travail actuel me permet d'actualiser, de mettre de l'avant, de faire profiter aux usagers, à mes collègues et à moi-même de mes forces? Mais quelles sont mes limites également? Et est-ce que c'est réaliste? Même avec notre formation continue, même avec les plein de lectures qu'on fait, des blogs, des balados, des vidéos qu'on regarde, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va venir pallier à toutes nos limites puis que maintenant, on n'en aura plus des limites? Mais bien sûr que non. Est-ce que ce serait réaliste de s'attendre à ça de la part de nos usagers? Non. Fait que pourquoi est-ce qu'on se l'exige à nous-mêmes? On va continuer d'en avoir des limites. On va apprendre à vivre avec. On va apprendre à compenser. On va apprendre à s'entourer de collègues où nous, on a une lacune, eux, ils ont peut-être une force. Donc, on peut apprendre d'eux ou on peut se partager les tâches pour que le travail soit fait de manière optimale en équipe. OK? Se connaître professionnellement, ça veut dire aussi connaître nos valeurs.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de quitter un, voire quelques milieux d'emploi parce qu'il y avait une incongruence entre mes valeurs fondamentales et les valeurs du milieu. Parfois, il y a aussi les valeurs du milieu affichées, puis on se dit, ah, ça fit tellement avec moi. Mais quand on est dans ce milieu-là, on se rend compte que, OK, c'était peut-être ça qui était affiché, mais ce n'est pas tout à fait ça qui est pratiqué et ça ne me convient pas. Ça ne me convient plus, parfois même à un certain point où on se dit, là, ça fragilise mon équilibre psychologique et ma santé mentale. OK? Donc, de connaître nos valeurs, ce qui va nous permettre de nous guider vers le choix de notre milieu, le choix de la clientèle, le choix de l'équipe avec qui on va travailler. OK? Ensuite de ça, nos besoins. C'est quoi mes besoins, moi? Moi, je vais vous le dire là, d'emblée, dans mes valeurs, puis dans mes besoins, puis souvent, on va dire la famille, c'est bien important. Mais oui, pour tout le monde, ça fait partie des valeurs. Mais c'est quoi la hiérarchie? Où est-ce qu'on le place dans notre liste de priorités? Ça se peut que moi, ça soit au rang 2, puis qu'une personne, ça soit au rang 32. Okay? C'est correct, il n'y a pas de jugement ici, mais c'est important de le savoir parce que c'est ce qui va orienter nos décisions, tant personnelles que professionnelles. Moi, par exemple, je sais que ma famille, c'est le 1, numéro 1. Donc, c'est pas vrai, c'est numéro 2. Le 1, c'est moi. Le 1, c'est mon bien-être à moi. Mais là, elle est donc bien égoïste, elle. Tellement. Maudit que je suis égoïste en négociant. Mais l'égoïsme, ça permet l'altruisme. Et pour moi, c'est important de pouvoir continuer d'offrir, de pouvoir continuer de donner. OK? Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit ma communauté. Mais pour avoir suffisamment d'énergie pour donner, ben, il faut que moi aussi, je me donne à moi. Donc, c'est moi ma priorité dans la vie. Okay? Après ça, tout de suite après, c'est ma famille. Et à 1,5 maintenant. C'est ma famille. Et je le sais, je vous le dis, je suis immensément privilégiée dans la vie. Hein? J'ai grandi dans une banlieue de Montréal. Mes parents, on n'a jamais manqué de sous. Mes parents avaient même un surplus de sous, ce qui leur a permis de pouvoir payer mes études. J'ai commencé ma vie professionnelle avec 0 dette. J'ai eu une bourse aussi à la maîtrise pour la rédaction de mon mémoire, ce qui m'a permis d'arrêter de travailler quelques mois pour vraiment me concentrer sur la rédaction de mon mémoire et colliger mes données dans SPSS. Oh là 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 là, des heures de plaisir. Donc, j'ai pu accéder à cette éducation-là, à cette liberté de choisir. Et ça, c'est précieux. Et aujourd'hui, j'en suis dans un stade de ma vie où, avec mes expériences de travail que je cumule depuis quand même 2006, donc depuis 15 ans, avec les choix professionnels que j'ai faits, avec les choix personnels aussi que j'ai faits, à pouvoir organiser mon horaire de travail autour de mes besoins et des besoins de ma famille. Pour moi, ben, c'est important ma fille fréquente un merveilleux CPE, mais j'aime ça, moi, aller la chercher à 3h30 l'après-midi. Ben, j'ai le privilège, en ayant axé sur mes forces, en m'étant entourée aussi de personnes pour m'aider à atteindre ce but-là, ben, de gagner suffisamment bien ma vie pour me permettre qu'à 3h30, je suis au CPE de ma fille. Puis qu'on passe la fin de l'après-midi ensemble, la soirée ensemble. Comme travailleur autonome, parce que j'ai fait ce choix-là, parce que ça concordait avec mes désirs, mes besoins. Je peux faire ce genre de choix-là. Okay? Ceci étant dit, je suis consciente que dans la vie, on a tous le choix. Ceci étant dit, on n'a pas tous les mêmes options. Puis c'est pour ça que je veux mettre l'accent sur le fait que je sais que je suis privilégiée. Okay? Puis que ce n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, puis que ce n'était pas à ma portée il y a 5 ans, ni il y a 10 ans quand j'ai commencé. Okay? Mais qu'aujourd'hui, c'est ça ma réalité. Ça a été ça mon objectif. Je suis restée axée sur ça et ça me permet aujourd'hui d'être épanouie dans l'ensemble des sphères de ma vie, de me sentir sur mon X, tant au niveau professionnel et de plus en plus au niveau personnel. Et ça a une influence positive entre ces 2 sphères de vie-là. Et je le vois, je me sens énergisée, je me sens bien, ce qui fait en sorte que tu sais, moi, ce midi, là, j'ai du gros fun. Là. Puis après, là, je vais être comme sur mon petit high, là, je le sais, je me connais. Puis je vais me sentir bien, puis je trippe, j'aime ça. OK?
Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais tout ça, ça part de la connaissance de soi qui nous permettent de faire des choix personnels et professionnels qui sont alignés avec nos valeurs et nos besoins. Puis, tiens, avant qu'on parle de l'auto-bienveillance, je voudrais juste vous dire que nos désirs et nos besoins, ce ne sont pas la même chose. Je peux désirer, hey, vous n'avez même pas idée comment j'ai désiré dans ma vie fitter dans le système et travailler 5 jours semaine au CLSC de 9 à 5. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Puis à chaque fois, parce que mon niveau d'énergie, mon niveau de fatigabilité, ma personnalité, les problèmes de santé que j'ai eus, ça fait en sorte que ça ne fonctionne pas pour moi. Mais j'aurais aimé ça, moi, fitter là-dedans. C'est mon désir. Mais ma réalité, mes besoins, mes limites, mes limitations physiques et au niveau de la santé font en sorte que ce n'est pas possible pour moi. Okay? Donc, j'ai fait des aménagements pour me permettre d'avoir une vie professionnelle épanouissante, être heureuse, gagner suffisamment bien ma vie pour ne manquer de rien. Et voilà. Okay? L'auto-bienveillance ou l'auto-compassion, c'est un concept que j'explore depuis quelques mois, depuis presque un an maintenant, crime bien que le temps passe vite. Et justement, il y a plusieurs mois, j'ai une collègue, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la suivez sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas payée pour dire ça, là, je le dis parce que c'est vraiment ce que je ressens. Marie-Lou Morin, qui est derrière Manger en harmonie, donc c'est une nutritionniste. Et c'est elle qui m'a parlé, tiens, je vais fermer ça pour vous le montrer, de Kristin Neff. Kristin Neff, c'est une psychothérapeute américaine qui, justement, s'est penchée et dédie sa carrière à l'autocompassion. Et elle m'avait recommandé ce livre-là, donc S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même. C'est une traduction, bien évidemment. Si vous êtes suffisamment à l'aise en anglais, vous pouvez également le lire en anglais. Donc, on y parle, je suis rendue au chapitre 3. Je le lis à petite gorgée parce que c'est du contenu. C'est vraiment facile à lire dans le sens où c'est bien vulgarisé, c'est accessible, mais pour ma part, par mon histoire de vie, il y a une charge émotive associée à ça. Donc, j'y vais à petits pas pour vraiment prendre le temps d'absorber tout ce qui est dit. Là, je suis rendue au chapitre 3 qui parle des relations d'attachement. Je ne sais pas si vous le savez, moi, ça a été mon sujet de mémoire, en fait. Et donc, parce que ça fait partie de mon histoire de vie personnelle, des enjeux au niveau de l'attachement. Donc, ce chapitre-là, j'y vais à petits pas. Dans chaque chapitre, il y a des petits exercices à faire. Donc, vraiment un livre super intéressant. Elle a un site web aussi, il me semble que c'est autocompassion.net, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire de niaiserie. Self-compassion, pardon. Fait que tapez ça, Kristin Neff, Self-compassion, vous allez la trouver, c'est sûr. Et elle a fait aussi un cahier d'autocompassion, donc un workbook avec un autre auteur, Christopher Germer. Et la préface, c'est Mathieu Ricard qui l'a écrite. Je ne l'ai pas commencé encore, mais tu sais, celui-là, tu peux littéralement écrire dedans. C'est fait pour ça, pour te faire cheminer. Donc, j'en suis là. En fait, dans ma vie personnelle et professionnelle, forcément. Hein, parce que plus on se donne, je vous le disais tantôt, ma priorité, c'est moi. Autocompassion. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir de la compassion pour les autres. Il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui dit « You can't pour from an empty cup ». Si ta tasse, elle est vide, il n'y a plus rien à vider, tu ne peux plus donner. Okay? Donc, voilà. Puis d'ailleurs, au début novembre, j'avais lancé un petit défi auto-bienveillance où est-ce que je vous demandais, parce que le contraire de l'auto-bienveillance et de l'auto-compassion, c'est l'auto-critique. Hein? Et où je vous demandais, faites juste observer sans jugement combien de fois par jour vous vous auto-critiquez. Faites juste accueillir, je suis en train de m'auto-critiquer. Puis essayez de voir combien de fois par jour ça arrive. Ensuite, deuxième étape, essayez de voir qu'est-ce qui déclenche vos autocritiques. Moi, je sais que c'est quand je suis fatiguée, quand je me sens particulièrement vulnérable. Il y en a qui me disent quand je commets une erreur, quand je sors de ma zone de confort. Peu importe qu'est-ce que c'est. Alors, ça peut être un exercice intéressant à faire pour vous. Puis ensuite, la prochaine étape, ça serait de dire, OK, quand je constate que je suis en mode autocritique, comment est-ce que je fais pour faire stop? Surtout, l'autocritique, ça peut facilement, rapidement devenir un automatisme. L'automatisme, j'ai une des psychoéducatrices que je vois en supervision clinique qui m'avait sorti cette image-là, que j'aime beaucoup, que je vous ressors aujourd'hui. Elle faisait l'image d'un skidoo, hein, elle vient du Nord. Elle parlait de skidoo, où est-ce que, à force d'aller tout le temps à la même place en skidoo, ça te fait des trails, dans le bois.
Fait que c'est ça ton automatisme. C'est que tu es tellement habitué de prendre ce chemin-là, ben c'est le chemin, c'est le plus facile. Fait que pourquoi j'irais ailleurs? Puis on le sait, notre cerveau, c'est une machine fascinante, mais qui est quand même assez paresseux, c'est-à-dire qu'il va prendre le chemin le plus facile. Donc, comment est-ce que je peux entraîner mon cerveau à prendre un autre chemin? Un chemin qui au début peut-être moins naturel, qui est plus mécanique, mais que je peux l'entraîner à aller ailleurs. Donc, peut-être que votre autocritique, c'est votre trail de skidoo bien, la belle neige bien tapée, mais puis que votre autocompassion, donc de remplacer vos autocritiques par des paroles rassurantes, réconfortantes, encourageantes. Ce n'est pas nécessairement encore votre automatisme, mais je vous le dis, ça peut le devenir. Moi, c'est quand je suis devenue maman, même enceinte, j'ai commencé un petit peu plus à être consciente de ça. Ma fille est rendue à 3 ans et demi. À être plus consciente de comment je me parlais. D'aussi, tu sais, des fois, savoir que, hey, attends une minute, cette phrase-là, là, hey, ça, c'est mon père qui me disait ça. Hey, ça, c'est mon ex qui me disait ça. Hey, ça, c'est tel ami qui était toxique qui me disait ça. Puis j'ai intériorisé cette voix-là et c'est devenu mon discours interne. C'est devenu ma petite voix interne qui est malveillante et qui est dans l'autocritique. Et ça ne me fait pas avancer parce que l'autocritique, ça nous fait nous sentir coupables et la culpabilité, ça ne nous permet pas d'être en action, de nous mettre de l'avant et de bouger et de nous améliorer et tout ça. Souvent, ça va nous inhiber, ça va faire en sorte qu'on fige, puis qu'on va se taper sur la tomate, qu'on va ruminer, puis qu'on va creuser notre trou, puis qu'on va s'enfoncer là-dedans. OK? C'est pas ça qu'on veut. Donc, cette auto-bienveillance-là envers vous-même, bien, ça vous permet ensuite d'être ce modèle-là pour vos usagers et de leur apprendre l'auto-bienveillance. Parce que ce qui est fascinant, longtemps, j'ai cru, puis plusieurs personnes en intervention et en recherche le croient également, que l'estime de soi, avoir une forte estime personnelle, c'est l'antidote numéro 1 à l'anxiété et aux troubles dépressifs. Mais finalement, de plus en plus, ce que les recherches démontrent, c'est que plus que l'estime de soi puis avoir confiance en soi, l'autocompassion et l'auto-bienveillance protègent beaucoup plus contre les troubles de l'humeur, dont l'anxiété et la dépression. Parce que c'est comme si on rassure la partie insécure de nous-mêmes. C'est comme si on devient notre meilleur ami, on devient notre parent bienveillant qu'on n'a peut-être pas eu nous-mêmes, puis qui explique pourquoi on est allé en intervention. Donc, comment est-ce que je peux devenir ce parent bienveillant-là envers moi-même, envers la petite version de moi qui a peur, qui est activée dans certaines interventions, qui peut avoir son ego menacé dans certaines situations. Donc, voilà, je vous encourage fortement à explorer cette et à cultiver, en fait, cette auto-bienveillance-là, cette auto-compassion-là. Ça nous amène à l'avant-dernière diapo de ce midi, entretenir des attentes réalistes envers soi-même, envers les autres. Je vous en parlais tout à l'heure, notre zone de confort, notre zone d'apprentissage, notre zone de panique. Y aller une étape à la fois, c'est fixer des objectifs réalistes, atteignables, motivants. Puis on le sait, moi, je l'ai donné le cours où est-ce que j'évaluais des plans d'intervention comme travaux d'équipe. Et je me rappelle aussi, à un moment donné, je travaillais en stimulation précoce, j'étais allée dans un CPE, les parents étaient complètement découragés parce que le plan d'intervention comportait des pages et des pages de « voici toutes les lacunes et les limites de mon enfant ». Et voici les 18 objectifs qu'on veut travailler. Voyons, qui c'est qui va travailler tout ça en même temps? Ça se peut pas. Exemple personnel, à un moment donné, je m'étais blessée, j'ai dû faire quelques séances en physiothérapie. Le physiothérapeute, à la fin de la séance, me shoot tous les exercices que je dois faire. Là, tu mets tes doigts comme ça sur la C2, puis là, tu tournes à un angle de 42 degrés, puis là, tu fais ça. Puis là, il m'avait comme énuméré ça, mais je n'avais pas d'aide-mémoire, je n'avais pas de feuille, je n'avais rien. Je suis arrivée chez moi, puis on se revoyait une semaine plus tard. Vous pensez que j'ai fait combien d'exercices, vous, chez moi, de réadaptation en vue de ma prochaine séance de physio? 0. C'est ça. Vous avez bien compris, j'ai fait 0. Rien. Ça n'a pas été aidant, ça a été inhibant. Il y avait trop de choses à travailler, c'était trop abstrait pour moi. Je ne suis pas une spécialiste de la physiothérapie, je ne sais pas où ma C2 puis comment faire pour la trouver. Mais j'ai juste rien fait. OK? On le sait que ça démotive nos usagers quand les étapes à franchir, les marches d'escalier sont trop hautes. Mais c'est la même chose pour nous. Alors, de se ramener à cette humilité-là, baby steps,
un pas à la fois et prenez le temps dans votre auto-bienveillance et dans votre auto-compassion de vous donner des petites tapes dans le dos, de reconnaître vos petites réussites. Puis en fait, je dis souvent, il n'y en a pas des petites réussites, il y a juste des réussites, il y a juste des fiertés. Fait que prenons le temps de nous célébrer parce que non, ce n'est pas nécessairement de l'extérieur qu'on va aller recueillir cette reconnaissance-là puis cette petite tape dans le dos. Et de toute manière, la reconnaissance externe, elle est éphémère. L'effet ne dure pas et on devient facilement accro à cette reconnaissance-là qu'on va tenter par tous les moyens d'aller rechercher. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut nous-mêmes développer cette auto-reconnaissance-là. Et quand on en reçoit de l'extérieur, ça devient juste la cerise sur le sundae. Ça devient juste un petit plus. On est fiers de nous autres, puis parce qu'on était capables nous-mêmes de reconnaître nos fiertés. Puis comme je vous le disais tantôt, hein, on n'est pas garant des résultats, donc ma fierté n'est pas nécessairement en lien avec le résultat, la finalité d'une intervention, mais peut-être, hey, j'étais stressée de confronter ce parent-là sur telle affaire. Je savais qu'il fallait que je fasse une intervention de confrontation. Je me suis bien préparée, j'ai saisi l'humeur du parent quand il est arrivé, j'ai choisi le bon contexte, le bon moment, puis je suis fière de l'avoir faite, cette intervention-là. Peu importe l'issue de l'intervention, je suis fière d'avoir eu le courage de le faire, même si ça me stressait. Je suis fière d'être sortie de ma zone de confort. Ça peut être, en fait, ça devrait être ça, nos tapes dans le dos, le processus plutôt que le résultat. La dernière diapo de la présentation d'aujourd'hui, c'est l'humilité professionnelle. Mais je vous en ai parlé tantôt, hein, l'humilité professionnelle. Puis moi, je le faisais même avec chacune de mes cohortes d'étudiants. Des fois, par session, je donnais 1, 2, 3 cours. Mais dans chaque groupe, au début, je prenais le temps de me présenter, de nommer c'était quoi mes attentes, mes valeurs, de les questionner sur leurs attentes et leurs valeurs. Donc, de co-construire un cadre sécurisant ensemble. Et une des choses que je leur nommais, c'était « je ne sais pas tout ». Je n'ai pas réponse à tout. Il y a des choses que je ne sais pas. Et je vais souvent commettre des erreurs. Puis si c'est le cas, j'aimerais ça que vous me le disiez. Il y a un contexte, il y a une manière de le faire, il y a de la délicatesse, de la considération et de l'empathie, mais ça se peut que j'en fasse des erreurs, je vais être ouverte à en parler. Je vais être ouverte à réparer mon erreur. Je vais être ouverte à aller chercher l'information. Si vous me posez une question à laquelle je n'ai pas la réponse, je vais être absolument ouverte à aller chercher cette réponse-là. L'humilité professionnelle, ce que c'est aussi, c'est connaître suffisamment bien son code de déontologie, son code d'éthique, parfois pour savoir, ça sort de mon mandat. Ben, peut-être que ce serait plus une ergo, une nutritionniste, une orthophoniste, une travailleuse sociale, l'éducatrice spécialisée, la psy, la neuropsy qui pourrait vous aider à cet effet-là, qui est à accompagner l'usager dans les démarches pour aller chercher cette aide-là et de reconnaître aussi sont où nos propres limites à nous. OK? Alors, c'est ce qui met fin au contenu d'aujourd'hui. Puis moi, je vais vous dire merci d'avoir été là. Et bravo d'avoir pris ces 60 minutes-là pour vous faire du bien parce que, en fait, c'est mon souhait. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a mené vers des pistes de réflexion. J'espère que ça vous a amené à vous poser d'autres types de questions, en fait. OK? Puis voilà, puis merci pour votre confiance. J'en profite rapidement avant qu'on se quitte, juste pour vous dire qu'il y en a qui ont participé cet automne, donc peut-être que ça ne s'adresse pas à vous. Ceux et celles qui ne le savaient pas, j'offre souvent des webinaires sur l'heure du dîner comme ça, avec une rediffusion, donc si vous devez quitter plus tôt ou si vous n'êtes pas disponible cette journée-là. Alors, il y en aura 4 autres cet hiver, commençant le 24, non, c'est pas vrai, le 10 février, donc il y en a un par mois. 10 février, 24 mars, 7 avril, 5 mai. Donc, pour développer son sentiment de compétence professionnelle, démarrer sa pratique autonome, donc en 2 volets. Et la nouveauté cet hiver, c'est le pouvoir de l'imperfection en mai, le 5 mai. Et aussi, vous avez peut-être vu passer sur mon programme Intervenante Imparfaite, le programme Ensemble maintenant. La première cohorte termine incessamment dans quelques semaines. Je suis déjà en train de préparer la 2e cohorte. On a déjà une dizaine d'intervenantes qui sont inscrites de différents domaines d'intervention. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web, stéphaniedeslauriers.com. Puis si vous avez des questions particulières en lien avec le programme après avoir regardé les infos sur mon site, n'hésitez pas à m'écrire, ça va vraiment me faire plaisir. Ça commencera vers la mi ou la fin janvier,
C'est un programme sur 12 semaines où on a 6 heures de contenu préenregistré, 6 heures de supervision de groupe en direct et où vous avez également accès à tous les webinaires que je donne pendant l'hiver. Et c'est vrai, je n'en ai pas parlé, mais et un planificateur 12 heures pour intervenante que j'ai co-créé avec la gang de Soi, qui est une papeterie introspective. Donc, quand vous vous inscrirez à ça, si vous vous inscrivez, vous recevrez à la maison un beau planificateur qui est un agenda non daté sur 2 pages, qui est très beau et qui est vraiment, je suis très, très, très contente de ce produit-là. Donc, voilà pour ce midi. Je vois qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le chat. J'ai beaucoup de merci. C'est vraiment fin, ça. Ben oui, puis il y en a qui devaient nous quitter, mais qui vont regarder la rediffusion. C'est merveilleux. Pour approfondir le sujet de l'autocompassion, à part les livres de Kristin Neff, moi, je vous dirais que c'est vraiment elle en ce moment. C'est ma gourou. Non, je rigole, là, mais c'est vraiment elle qui me fait du bien en ce moment. Beaucoup de remerciements, mais Caroline Debine, vous voyez, ça me réchauffe le cœur. Muchas gracias en espagnol, de nada. Hein? Trilingue, la fille, pas pire. Merci infiniment pour vrai d'avoir été là, d'avoir été si nombreux et nombreuses. Sinon, attends, je suis médecin de famille. Je pense que le discours ambiant qui stipule qu'on a tous la même capacité de travail devrait être revu de nos dirigeants. Tabarnouche, je le sais, hein, vous autres, c'est comment qui voit des usagers, voit des patients toutes les 10 minutes, go, 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 c'est l'enfer. Puis, tiens, puis ça, c'est vrai, il ne faut pas oublier que notre système ne va pas bien. Hein, on le sait, on le vit, il y a eu plein de coupures, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. Notre système est malade. Mais oui, fait que ça se peut que vous soyez symptomatique de ça. Puis on le voit avec tous les arrêts de travail qu'il y a, actuellement, depuis quelques années, on est épuisé, on est au bout du rouleau. Fait que vivement que les dirigeants s'ouvrent les yeux là-dessus. Merci infiniment pour vos mots. Je suis super touchée. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi. J'espère que vous êtes ressourcés, que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!